Good evening, everybody. I think today history is being written. We are coming out of this European Council very determined to ensure Europe's security and to act with the scale, the speed and the resolve that this situation demands. We are determined to invest more, to invest better and to invest faster together. From Paris to London to Brussels, we have shown that we are willing and able to step up our joint efforts and to coordinate effectively. Fact is that Europe is facing a clear and present danger. And this is why I presented the Rearm Europe plan today to the leaders, a plan to give Europe the military capability that it needs to face today's threats. It could mobilize up to 800 billion euros, and it is about taking more responsibility on our shoulders for our own security because the urgency is real. Questions? I'll start with Luis. We have taken concrete decisions to provide new resources, new tools, new instruments for our defence capabilities. That means to invest in our economy and to protect our citizens. First, we have decided to invest in priority areas already defined by the European Defence Agency, reflecting the lessons learned from the war in Ukraine and in full coherence with NATO. Air and missile defence, artillery systems, missiles and ammunition, drones and anti-drone systems, strategic enablers, military mobility, artificial intelligence, cyber and electronic warfare. Second, we have decided to mobilize additional public and private funds for our defence. We will create a new European instrument up to 150 billion euros to support member states in boosting the defence capabilities that are urgently needed. Okay. Rick? We are putting our money where our mouth is. We are delivering on what we promised, to build our deterrence, to strengthen the security of our citizens, and in the process, to boost Europe's competitiveness and our technological and industrial base. A stronger European defence also provides deterrence for Ukraine. Our efforts to strengthen European defence will also benefit Ukraine, because Ukraine's security is at the core of Europe's security. Good night. Thank you very much. That's it for tonight. Hoje não deixam fazer perguntas. A ver, eu até queria responder. C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Merci Monsieur le Président. Francesco Fontemaggi pour l'agence France Presse. Vous avez évoqué cette réunion. Ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense un passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate. La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres. Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. Nucléaire française que vous proposez d'élargir, disons, à disposition d'autres États européens. Et si on veut vraiment avoir des grands programmes européens et avoir une base industrielle européenne, il faut un financement européen. Et donc ce que nous allons soutenir, c'est en effet qu'on puisse aller vers des financements innovants. Alors les uns proposent d'avoir comme sous-jacent l'ESM, mais je suis pour ma part favorable à regarder cette solution, mais à regarder aussi celle d'un emprunt européen pour
pour la défense, qui permettrait d'ailleurs plus largement de regarder pour le financement des grands efforts de défense comme d'intelligence artificielle, les deux étant liés et les deux étant clés pour notre souveraineté stratégique et notre autonomie. Les Russes ont très clairement dit quelle était leur volonté. Ils l'ont dit lors des négociations qui s'étaient tenues à Istanbul au printemps 2022, et ça a été rappelé par plusieurs officiels. Pas d'OTAN, aucune armée étrangère, et une démilitarisation de l'Ukraine que les Russes veulent voir comme une armée, un pays neutre, ce qui veut dire un format d'armée très réduit. Ces conditions sont évidemment inacceptables pour les Ukrainiens, mais pour nous tous. Le discours d'hier a déclaré, je le cite, qu'il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine et de l'initiative ERA du G7, financée par, vous le savez, les intérêts des actifs russes immobilisés. Et nous avons confirmé la disponibilité des Européens à accroître en urgence notre soutien militaire à l'Ukraine et à répondre à ses besoins les plus pressants en matériel. L'idée que nous allions d'abord vers une trêve qui permette d'être mesurée et vérifiée, trêve dans les airs, sur mer et sur les infrastructures civiles, qui puisse ensuite permettre de discuter ce qui constitue les garanties de sécurité au sens large, qui vont du renforcement de l'armée ukrainienne à la présence de forces européennes ou non européennes sur le sol ukrainien, jusqu'à d'autres types de garanties. Regardons quand même avec lucidité la situation que nous vivons depuis 3 ans. Pourquoi les Européens et tous plus largement sont dans cette situation face à l'Ukraine? Parce que vous avez une puissance nucléaire qui est l'agresseur. Et donc, de manière assez légitime, l'Europe doit se poser la question de la dissuasion nucléaire pour elle-même, au sens large.